Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et aujourd'hui, on va s'autoriser à rêver puisque l'on va parler des grandes tendances du numérique dans le domaine du luxe. En effet, comment le luxe s'est emparé du numérique pour proposer des services toujours plus inédits à ses clients, qui sont les nouveaux influenceurs du luxe et dans le contexte économique que nous connaissons, qui sont finalement les clients du luxe. C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial luxe et numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale luxe et numérique, j'ai le plaisir d'accueillir l'homme qui préside le journal du luxe. Il est aussi l'auteur du livre Luxe et numérique paru aux éditions Duno. J'ai nommé Éric Brionne. Bonjour Vanessa. Éric, bonjour. Alors Éric, pour commencer, le luxe a longtemps boudé le digital pour garder une forme de distanciation des valeurs et revendiquer une forme de rareté, voire d'inaccessibilité. Aujourd'hui, tous ces codes sont en train d'exploser. Totalement. En 2016, quand j'ai écrit la première version, le luxe était en retard en termes de digital. Et puis, il s'est passé un Big Bang. Ce Big Bang, c'est clairement la période Covid, où toutes les boutiques du luxe ont fermé pendant des mois et l'e-commerce s'est réveillé, où les vendeurs se sont transformés en vendeurs en ligne, un appétit incroyable du luxe, une extension de son territoire. Comment on peut l'expliquer? De différentes raisons. La première, c'est client. On sait que le client est roi au luxe et le client a demandé du digital. Pas simplement de l'e-commerce, du digital, je dis bien dans sa globalité. Et je veux dire un deuxième point aussi qui est très important, c'est d'un point de vue aussi managérial. À la tête des maisons de luxe, vous avez une nouvelle génération qui est arrivée et qui est née avec le digital et qui a insufflé. Donc aujourd'hui, il y a un phénomène incroyable. Hier, le luxe était ringard en digital. Aujourd'hui, il est à l'avant-garde. Alors j'ai envie de vous demander, il y a des pays et des typologies de produits qui sont davantage consommés à partir du digital ou alors tout ça est homogène? Alors non, il n'y a pas d'homogénéité. Il y a un désir global, mais clairement, vous avez des régions du monde. La Chine, pour pas le citer, la Chine a été un moteur, mais le Moyen-Orient aujourd'hui est fondamental, où il y a un désir d'achat luxe. Dès le portable, dès le mobile, c'est le caprice, j'achète tout de suite. Ce qui va compter, c'est pas forcément le rituel d'achat qui compte, c'est comment je vais être livré, la livraison en gants blancs. Donc vous voyez, aujourd'hui, tout s'achète et toutes les cibles veulent ce luxe digital. Mais expliquez-nous quand même, dans le contexte économique qu'on connaît aujourd'hui en France, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, est-ce que la clientèle est toujours en France ou bien elle s'est déportée vers les pays, vous citiez l'Asie la clientèle, elle est totalement globale, elle est mondialisée. Si le luxe est si puissant, c'est que c'est, j'ai envie de dire, la seule industrie française, parce que Cocorico, les leaders sont français. Ici, c'est cette capacité à exporter. C'est très difficile d'étudier le luxe, les luxes à partir de la France. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, il y a une inflation, une hyperinflation des produits de luxe. Mais je vais vous donner un chiffre qui est quand même marquant. Le premier achat luxe se fait dans le monde à 15 ans. 15 ans. Alors, je veux dire, comment c'est possible? 15 ans, le premier sac, les premières montres... et ainsi de suite. Alors, il y a différentes... Le luxe change de nature et la façon d'acheter du luxe, de jouer du luxe change de nature. L'importance de la seconde main. La seconde main permet de contourner, en effet, l'inflation, l'hyperinflation en achetant du vintage. Ça, c'est un premier acte aussi. Deuxièmement, la nature même du luxe évolue. C'est que le luxe aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres. C'est aussi prendre un espresso dans un magasin de marque. Donc, vous voyez ici, il y a une démocratisation. Pour le luxe, attention, le luxe a une épée de Damoclès de n'être consommé que par les riches. Il est fondamental pour le luxe d'avoir autant le peuple que les riches. C'est vraiment cet équilibre-là qui est fondamental. Alors venons-en à l'expérience, vous en parliez. Quand on achète un produit, tout ce qui est autour, c'est-à-dire la réception, on vous connaît, on vous offre un petit café, on vous appelle par votre prénom, etc. Tout ça participe justement de cette expérience. Quand on achète un produit en digital, on peut bénéficier de tous ces services ou alors justement on oublie? C'est ça qui est assez intéressant. Il y a du chemin à faire. Et moi, je suis marqué, j'échange en permanence avec les acteurs du luxe, c'est leur humilité en matière de digital. On sait très bien que ce qu'on recherche, c'est l'excellence omnicanal. C'est une excellence partout, être reconnu, se sur-mesure. Alors, omnicanal pour nos auditeurs. Omnicanal, donc, de la boutique à votre site e-commerce, de la boutique au portable, pour faire court, si vous voulez. Être reconnu, avoir cette qualité de service, avoir cette continuité, où il n'y a pas de rupture entre
un surf sur un mobile et j'arrive en boutique. On est encore loin du compte. Il y a cette excellence. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Quand vous interrogez les gens du luxe, les deux référents ne viennent pas du luxe. Ils viennent des États-Unis. Amazon, arriver à cette perfection. C'est un rôle modèle, voilà, en fait. C'est un rôle modèle en termes de qualité, de rapidité ici. Et c'est aussi Alibaba en Chine. Donc, moi, je suis marqué par, en même temps, cette compréhension, parce que, attention, il y a beaucoup de chemin à faire, loin d'être parfait. Une étude est sortie il y a quelques semaines du BCG, qui montrait que, globalement, à peu près 50% des clients du vrai luxe, des vrais clients du luxe, n'est pas encore satisfaits de cette expérience. Donc, il y a encore beaucoup de boulot à faire. D'accord, mais j'insiste. Alors, je vais acheter un produit sur un site e-commerce, on va dire, d'une grande maison pour ne pas la nommer. Comment je vais me sentir privilégié? Qu'est-ce qu'on me propose de très concret, et comment je peux avoir accès, je sais pas, à ces soirées, à ces privilèges, etc. Ça c'est autre chose. Le fait d'acheter, le privilège, c'est d'être bien livré, j'ai envie de dire. La livraison en gants blancs, c'est quelque chose d'important, d'avoir un retour immédiat. Mais aujourd'hui, le luxe a inventé justement des parades par rapport à cette accessibilité qui ne sied pas si bien au luxe. Vous avez envie d'être un VIP. Voilà. Et en fait, l'invention du luxe, et c'est pour ça qu'il est à l'avant-garde, c'est le Web 3 aujourd'hui. Vous savez, on a beaucoup Web parlé. 3 pour nos le auditeurs. Web 3, c'est les NFT. C'est NFT, finalement, c'est bien numérique, c'est bien unique, si vous voulez. Avant, un objet digital n'existait pas. Vous copiez-collez. Un NFT, c'est quelque chose qui est un peu technique dans la blockchain, qui est unique. Singularité. Ça veut dire un sac digital qui a une valeur... C'est pas vraiment un sac digital. C'est d'abord, si vous voulez, un passeport produit. Donc déjà, qui va vous permettre de certifier votre produit. Ici, je vous parlais de la seconde main. Forcément, aujourd'hui, un bien de luxe, ça s'achète, ça se revend. Donc la notion de contrefaçon est fondamentale. Si vous avez le NFT de votre produit, c'est la garantie qu'il n'est pas copié. Il est authentique. D'accord. Et puis, ces NFT peuvent être ludiques, ils se collectionnent. Et quand vous avez une combinaison de NFT, parce que vous êtes un bon client, parce que vous pouvez être influent, vous avez accès à des soirées purement digitales, dans des lieux type métaverse, fermés, mais surtout accès à des soirées privées physiques. En fait, ce qu'il faut penser, c'est que le digital n'est pas seul dans son monde. Il y a un chemin permanent entre digital et physique. Je veux vivre des expériences VIP par le digital, mais à vivre en physique, dans un super hôtel ou un super restaurant avec les stars que j'aime. D'accord, mais là vous nous parlez quand même de NFT, de métaverse, qui sont quand même des univers plutôt familiers des jeunes. Aujourd'hui, une dame qui aurait une 60aine d'années, qui n'est pas complètement familière de toutes ces technologies, comment elle fait elle peut avoir accès à ces privilèges? Assez difficilement, soyons clairs. Donc le luxe se recentre sur les jeunes. Les NFT sont une niche ici. Oui, le luxe, en fait, si vous voulez, moi j'ai écrit beaucoup sur la résilience économique du luxe. Pourquoi le luxe est si résilient? Pourquoi c'est le secteur qui résiste le plus à la crise? C'est parce que le luxe est obsédé par les nouveaux accédants, les primo-accédants. Le luxe est obsédé par la jeunesse et à recruter la jeunesse. Et c'est vrai que ces outils sont faits pour les jeunes, mais pas simplement. Je prends un exemple très concret sur la NFT. Aujourd'hui, en horlogerie, des grandes marques de montres qui sont achetées par des hommes de plus de 50 ans, eh bien, ils comprennent très très vite l'intérêt des NFT pour une dimension sécuritaire et d'expérience. Donc, c'est pas vraiment un rapport à l'âge, si vous voulez. Certes, les premiers qui vont éduquer le marché sont les jeunes, mais aujourd'hui, le luxe et digital, c'est pour tout le monde, toutes les cibles, mais le service VIP, c'est pas pour tout le monde. Alors, je reviens sur ces jeunes, ça m'intrigue. On voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans, qui ont parfois des sacs qui valent plus de 4 ou 5 000 euros. Comment cette équation peut fonctionner? Alors, il y a quelque chose de nouveau, si vous voulez, qu'on a repéré. Je vois, j'ai le plaisir de co-diriger la Paris School of Luxury, qui est une business school dédiée au luxe. Et on a vu monter une tendance extrêmement forte qui s'appelle la tendance du dupe. Alors le dupe, qu'est-ce que c'est? Dupe, D-U-P-E-S. D'accord. Et aujourd'hui, les dupes, c'est, on va dire, la copie 2023. C'est pas vraiment des copies, tout en étant des copies, si vous voulez. Et donc, en fait, quand vous étudiez un petit peu ce réseau social qui est fascinant, qui est TikTok, eh bien, dès qu'un produit de luxe commence à marcher, à être un succès au box-office, il y a sa version à 50, 60 euros, qu'on appelle dupe, qui est une espèce de copie. Alors, ça peut être de la fast fashion qui reproduit un modèle. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que on dit pas qu'on porte une copie, on dit qu'on porte un dupe. Et il y a une fierté
pour toute une partie de la jeunesse de porter en effet ces dupes qui sont des versions à 50, 100 euros de ces produits de luxe. Alors, je les ai interrogés pour dire, qu'est-ce que vous ressentez? C'est intéressant, c'est que ils comparent pas, c'est pas du vrai pour eux, mais néanmoins c'est une porte d'accès, mais leur rêve c'est de pouvoir, d'ici quelques mois, acheter le réel. Donc, et ils disent, mais est-ce que les marques souffrent de ces dupes? Oui et non. Forcément, parce que c'est des ventes en moins, mais c'est sur une cible qu'ils n'auraient pas acheté. Mais ce que vous disent les jeunes, c'est que si un produit n'est pas sexy, il n'est pas dupé. Il n'est pas en mode dupe. Donc vous voyez, il y a des nouvelles formes de consommation qui s'inventent, qui sont là. Et puis aussi, n'oublions pas que le luxe change. Aujourd'hui, l'accès, les premiers achats luxe, c'est pas le sac, c'est un rouge à lèvres, c'est un parfum, c'est une expérience de pâtisserie. Donc vous voyez, il y a une démocratisation en même temps du luxe et en même temps une super premiumisation du luxe. Donc les deux en même temps. Alors j'aimerais évoquer un phénomène qui peut-être ne vous a pas échappé dans beaucoup de campagnes, notamment de parfums. On voit des stars coréennes qui alors peut-être c'est une question de génération, mais qui parlent énormément aux jeunes. C'est ce qu'on appelle les K-pop, des stars de pop. Et pourquoi on les utilise entre guillemets, énormément dans les campagnes? Est-ce que ça a un lien avec le numérique? Alors il y a un lien avec le numérique évident. Bon, déjà, faut savoir, je parle rien que de la France, que la pop coréenne est pratiquement aussi populaire chez les jeunes que le rap. Donc on est face à un mouvement global et un mouvement complètement international. Américain, vous voyez, on n'est pas sur un micro-phénomène, mais un phénomène de masse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, je vous disais, le parcours numérique, le parcours d'achat. Donc pour acheter un client, ça se passe à 95% sur Internet. Ça ne veut pas dire que ça se passe en e-commerce. C'est-à-dire qu'il y a 95% de l'influence qui se fait en digital pour savoir si on achète un sac Vuitton, un sac Dior ou un sac... Donc ça y est, on va sur son Instagram, son Facebook, on scrolle et là on est capté par la marque, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, ces K-pop ont des armées de fans. Donc c'est stars coréennes. Ces stars coréennes, des millions de fans. Et ces millions de fans sont des fans hyper connectés. Et avoir une star K-pop permet aux marques de luxe d'avoir une armée digitale, si vous voulez, qui va permettre de booster son influence aussi. Donc, ces fans de K-pop, c'est une image extrêmement positive parce qu'ils ont une image extrêmement propre sur eux. Je peux vous dire, c'est extrêmement véreux. Il y a très très peu de scandales en K-pop ici, mais surtout c'est une armée digitale. Et on voit des exemples. Gucci, qui a recruté il y a quelque temps une star de K-pop, a vu en une semaine ses recherches augmenter de 65% sur Internet. La force de l'algorithme. La force de l'algorithme. En fait, les stars de K-pop, ça vous permet de gagner la guerre de l'attention et de maîtriser les algorithmes pendant un temps. Merci beaucoup Éric Brionne. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Luxe et numérique paru aux éditions Duno. Le numérique pour tous spécial luxe, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, dans ce numérique pour tous, j'ai le plaisir d'accueillir le représentant d'une maison d'excellence que vous connaissez tous, certes par son actualité, mais aussi à travers ses parfums, ses créations ou encore ses spiritueux. J'ai nommé Franck Lemoyle, directeur IT et technologie du groupe LVMH. Franck, bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le numérique pour tous. Et avant de commencer, comme on aime bien commencer par une définition pour nos auditeurs, j'aimerais qu'on rappelle un petit peu les grandes marques de votre groupe et dans quelle mesure elles sont concernées par le numérique. Eh bien écoutez, d'abord bonjour Vanessa et bonjour à vos auditeurs. Le groupe LVMH, effectivement, vaste ensemble, puisque c'est un ensemble de 75 maisons. Alors on va pas les citer toutes, mais on va en tout cas citer les plus emblématiques. Dans le domaine des parfums et de la cosmétique, on a la maison Sephora, on a Parfum Christian Dior, on a bien entendu toute l'activité mode et maroquinerie avec Louis Vuitton, avec Christian Dior Couture, avec l'Europiana, avec Céline. On a bien entendu toute l'activité aussi autour des vins et spiritueux avec Moët et Chandon, Ruinart, Veuve Clicquot, on a les montres et la joaillerie avec des marques emblématiques comme Chaumet, comme Bulgari, comme Tag Heuer. Récemment, une très belle acquisition qu'on a fait aux États-Unis, Tiffany. Et on a enfin d'autres activités. Et récemment, puisque on a fait l'actualité, on a acheté une marque de lunettes emblématique, Vuarnet, qui intègre voilà notre activité lunettes. Voilà, donc toutes ces marques qui composent le groupe LVMH. Alors Éric nous a parlé de stratégie omnicanal. Je veux bien qu'on rappelle ce que c'est concrètement et en quoi elle concerne l'ensemble de vos produits. Et aujourd'hui, ça veut dire que vous adoptez les mêmes codes que les grandes plateformes internationales pour distribuer vos produits ? Alors, on adopte les mêmes codes, mais en fait, on va un peu plus loin parce que dans ces grandes plateformes internationales, par exemple Amazon ou Alibaba, il manque un élément essentiel de l'omnicanal, c'est le magasin.
D'accord. Et donc, bien entendu, on va essayer d'adopter les codes, en tout cas de ces géants du e-commerce, en étant présent sur différents canaux. Et qu'est-ce que ça veut dire omnicanal? Ça veut dire simplement être capable d'adresser nos clients sur le web, sur le téléphone mobile, au travers de nos centres d'appel, et bien entendu en boutique. Et donc la différence qu'on a, alors on n'est pas rentré dans le e-commerce avant-hier, hein. On est rentré dans le e-commerce en 2005-2007. Sephora et Louis Vuitton étaient déjà présents dans le e-commerce à partir de ce moment-là. Ça a été rappelé par Eric précédemment. Il y a eu une grande accélération avec le Covid et depuis la période Covid. Mais nous, notre motto, c'est pas de développer du e-commerce pour le plaisir du e-commerce, c'est d'être capable d'adresser nos clients, nos clientes, quelles qu'elles soient dans le monde, sur le mobile, sur le web, au travers des centres d'appel clients, et de les faire venir en magasin. Parce que qu'est-ce que c'est le luxe? C'est quand même de la magie, de l'émotion. Et notre objectif, c'est d'attirer nos clients dans nos magasins pour les exposer à nos produits, et surtout qu'ils reçoivent un accueil privilégié et une expérience de vente la plus privilégiée possible avec nos vendeurs ou nos conseillers de vente. Donc c'est ça l'omnicanal, et toutes nos maisons y travaillent, quelle que soit finalement l'activité, parce qu'effectivement on est particulièrement développé sur ces sujets-là dans la mode et la maroquinerie, on est particulièrement développé sur ces sujets-là sur Sephora, qui est un acteur majeur, et on avance de façon très très forte avec toutes nos maisons. Alors j'ai envie de vous demander, une fois que le client est en boutique, on va dire, toute cette data que vous avez accumulée permet peut-être de vivre une expérience différente. Alors la première question, c'est est-ce que le rôle du conseiller de vente en boutique va changer avec ce nouvel équilibre, on va dire, entre le numérique et le présentiel? Oui, en fait, on parle de plus en plus en fait de vendeurs ou de conseillers de vente augmentés. La perspective, pour revenir, c'est faire en sorte que notre vendeur soit au cœur de cette interaction avec son client sur le mobile, sur le centre d'appel, sur le magasin. Et donc, bien entendu, on va lui mettre à disposition des outils numériques. Vous savez, on a 55 000 vendeurs dans le monde LVMH, dans nos différentes boutiques. Quasiment chacun d'entre eux est équipé d'un iPhone qui va lui permettre d'entrer en contact avec son client, sa cliente avant, prise de rendez-vous, capacité à lui proposer effectivement des produits, l'accueillir en magasin, paiement fluidifié en magasin, capacité à interagir. Et bien entendu, ce qu'on est en train de faire, et on pourra en parler juste après, c'est que on a une masse de data, à condition que nos clients nous aient donné leur accord, parce que c'est extrêmement important d'avoir l'accord de nos clients pour utiliser cette data. On va être capable d'enrichir l'expérience de nos vendeurs et de nos clients avec cette data pour proposer des produits, pour proposer des nouvelles expériences de service. Ça veut dire que vous anticipez quelque part le goût de la cliente ou du client, et vous savez l'orienter peut-être vers des sélections de... Oui, en tout cas, ça fait partie, si le client nous en a donné la possibilité, on va effectivement disposer de son historique d'achat, on va pouvoir regarder effectivement ce qu'il a fait sur nos plateformes internet, et on va pas l'orienter, mais on va être capable de lui proposer, de le conseiller. Je prends un exemple basique. Vous avez acheté un sac rouge dans une boutique Christian Dior Couture. Vous êtes promené sur le site. Vous avez remarqué une écharpe rouge. Il y a de fortes à penser la prochaine fois que vous viendrez dans une boutique Christian Dior Couture qu'on vous propose peut-être une teinte de rouge pour vos souliers, ou pour une robe, ou pour un pantalon, ou qu'on fasse un assortiment produit. Donc c'est ça l'objectif, c'est qu'on essaye en fait d'anticiper et de lui faire une proposition de valeur qui puisse lui plaire et qui puisse lui agréer. Alors, Eric parlait tout à l'heure un peu des privilèges auxquels on peut avoir accès. Est-ce que vous pourriez nous faire rêver et nous partager quelques-uns de ces privilèges auxquels on peut avoir accès une fois qu'on dépasse le portail web et qu'on rentre dans cette communauté de clients? Il y a plusieurs types de privilèges, ou en tout cas d'accès. Il y a des choses qu'on va proposer quasiment à la plupart de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être proche de nos clients, être capable de effectivement communiquer avec eux en vidéo, de prendre un rendez-vous, de les accueillir quand ils viennent en fonction de leur lieu de déplacement dans une ville de province ou quand ils se déplacent à l'étranger, c'est un service et c'est une forme de privilège. Donc on est extrêmement attentif à ça. Leur proposer, on a de plus en plus au travers de la data la possibilité de proposer des looks, c'est-à-dire quand vous avez acheté un produit, on va vous recommander un assortiment complémentaire, donc une forme de concierge qui va être à disposition de chacun des clients. Et puis après, bien entendu, on commence à rentrer dans l'exceptionnel, ce qui fait la magie des marques de luxe, en fonction d'un certain niveau d'achat ou d'un certain historique, accéder à nos défilés, accéder à des événements prioritaires dans nos magasins, ça fait partie de la magie. Puis après, vous avez l'ultime magie. Je prendrais par exemple l'exemple de la boutique Dior Montaigne, qui dispose d'une suite au dernier étage de la boutique, et quand vous êtes un très très bon client, vous pouvez passer la nuit dans la boutique Dior, et vous avez un concierge qui va vous permettre quelque part de déambuler dans le magasin la nuit et de réserver, d'acheter un certain nombre de produits. Donc ça, c'est l'ultime, mais c'est à ça qu'on vise, mais on essaye de proposer une gamme de services à l'ensemble de nos clients avec effectivement toute cette démarche de proximité.
proximité et de qualité. Alors vous utilisez aussi beaucoup les nouvelles technologies, que ce soit chez Sephora ou dans d'autres maisons d'excellence. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, ce sont des choses que vous utilisez pour faire vivre une expérience un peu différente. Bien sûr, parce que c'est effectivement c'est un point important. Vous l'avez compris, je pense que de plus en plus nos clients engagent avec nos marques de plus en plus en digital. On l'a mentionné, l'importance des réseaux sociaux, l'importance de la consultation des produits sur les plateformes web. Et là, il faut pouvoir proposer des expertises et des expériences différentes. Donc, on commence à avoir beaucoup d'investissements sur tout ce qui va concerner de la 3D, avec une 3D extrêmement qualitative qui va permettre de voir des produits en 3D, de faire des zooms sur un certain nombre de détails. On utilise de plus en plus la réalité augmentée pour, entre guillemets, simuler ce qui pourrait se passer. Donc, par exemple, quand vous allez chez Parfum Christian Dior, vous avez une application qui vous permet de vous connecter. Vous allez pouvoir essayer un rouge à lèvres sur cette application et voir le rendu. Vous allez pouvoir essayer des sneakers en les portant au pied et en changeant la personnalisation. Vous allez pouvoir essayer une montre Bulgari ou une montre Vuitton en la mettant à votre poignet avec cette image de réalité augmentée. Et après, on a le nec plus ultra. On passe de la réalité augmentée à la réalité virtuelle. Et vous prenez par exemple le dernier défilé qu'a fait Pharrell Williams avec la maison Louis Vuitton. On a recréé ce défilé en 3D dans un univers totalement numérique et qui va permettre effectivement après le défilé à un certain nombre de clients et de jeunes générations de revivre cette expérience extrêmement qualitative dans un environnement totalement virtuel. Donc oui, on s'approprie ces outils-là pour les mettre à disposition de nos produits, pour les mettre à disposition de nos expériences et de plus en plus pour les mettre aussi à disposition de nos vendeurs pour préparer ou suivre l'acte d'achat ou la venue en boutique. Alors vous évoquez le fameux défilé orchestré avec Pharrell Williams. On a le sentiment aujourd'hui que les marques d'excellence comme la vôtre se positionnent comme des générateurs de contenu encore plus inédits pour que ce contenu après se retrouve sur les réseaux sociaux et capte vraiment l'attention. Et en fait, vous drainez les clients par cette interpellation quelque part hors norme que vous faites. C'est un petit peu la mécanique. Oui, alors je suis pas le mieux placé pour en parler, mais en tout cas c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'effectivement nos shows deviennent effectivement aussi une opportunité, non pas simplement de présenter de la meilleure façon possible les créations de nos designers, mais de faire vivre une expérience de marque, une expérience une émotion de style, et bien entendu effectivement ça devient effectivement des endroits où on va avoir cette capacité à attirer, et bien entendu aussi cette capacité à en attirer en interagissant avec les réseaux sociaux, avec du broadcasting ou en tout cas de la vidéo en temps réel, où on va vraiment amener nos clients, nos potentiels clients dans notre univers de création, notre univers de design et l'univers de magique de nos designers. Et donc c'est effectivement ça qu'on veut faire pour se distinguer et pour adresser effectivement une nouvelle clientèle qui est aussi extrêmement friande de ce genre d'approche. Alors on parlait tout à l'heure aussi avec Franck avec Eric de l'âge des clients. Là aussi, tous ces outils sont quand même d'une extrême modernité et accessibles à des générations plus jeunes. Vous arrivez à piloter un petit peu les cibles que vous voulez adresser avec la data que vous possédez, et ou alors il y a pas forcément de volonté et vous laissez les gens affluer naturellement sur le site. Non, je pense qu'en fait ce qui est important, c'est que en tout cas la data nous permet effectivement d'aborder effectivement toutes les cibles. On sait très bien que la clientèle effectivement rajeunit, et par ailleurs une maison de luxe doit adresser effectivement tous les segments de clientèle. Il faut être attentif. On a une société qui se bouleverse, ça a été évoqué. Le luxe, c'est aussi acheter un très beau rouge à lèvres ou un très beau parfum en matière d'entrée. C'est aussi une capacité à interagir avec les réseaux sociaux. Donc on va être extrêmement vigilant à adresser l'ensemble de ces catégories, mais on est aussi avec une technologie qui a un petit peu aussi tendance à généraliser, et les générations intermédiaires deviennent extrêmement aussi ouvertes et en capacité à interagir. Tout le monde aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression, de 15 à 70 ans et plus a un smartphone et est capable d'interagir de façon connectée. Voilà, donc bien entendu cette clientèle est importante. C'est une clientèle qu'il nous faut travailler avec qualité dans la durée, et bien entendu on essaye de l'adresser, et on l'adresse dans les différents pays, puisque notre clientèle est vraiment internationale, et on se doit aussi de l'adresser de façon différente. On sait très bien aujourd'hui que l'écosystème des applications sociales est pas tout à fait le même entre le monde ouest et le monde est. On a effectivement la puissance d'Instagram, la puissance de TikTok, la puissance de Facebook et de WhatsApp à l'ouest. On voit tout un écosystème technologique qui est en train de se mettre en perspective, notamment en Chine, en Corée, au Japon, avec la toute puissance de Wecom, de Kakao, de Line. Donc on essaye d'être extrêmement présent sur ce phénomène des réseaux sociaux qui nous permet effectivement de toucher nos clients avant, mais de toucher aussi nos clients après. Et nos vendeurs sont au cœur aussi de ça, puisqu'en fait on va leur donner les outils qui vont leur permettre d'adresser nos différents clients sur les différents réseaux, et par ailleurs aussi
quel que soit leur âge, par ailleurs. On continue à appeler nos clients et nos clientes au téléphone, à s'occuper d'elles par SMS et par email, et on apporte la même attention à chacune des catégories. Franck, cette révolution, j'imagine qu'elle a dû avoir un impact sur les collaborateurs des maisons LVMH, sur les salariés. Est-ce que tout le monde a pu franchir le pas, ou alors vous les accompagnez justement sur ces outils numériques, puisqu'il y a quand même des technologies assez puissantes. Vous avez parlé de réalité augmentée, peut-être d'intelligence artificielle. Il faut former. Est-ce que là-dessus le sujet est pris avec des méthodes vraiment universelles? Ouais, alors le sujet il est pris à bras le corps, mais en plus il est pris à bras le corps de façon assez facile parce que vous avez vu que quand même l'univers du luxe c'est quand même un univers d'artisans. Qui dit artisan dit un savoir-faire technologique. Qui dit artisan dit quelque part un état d'esprit d'ingénieur. Donc on a quand même peu de difficultés, pour être tout à fait honnête, à former nos collaborateurs qui ont une appétence pour ce genre de choses. Mais oui, bien entendu, on est extrêmement vigilant à ça. Donc on a un grand programme depuis 2-3 ans de formation et d'accoutumance et d'éducation de nos collaborateurs à la data, à l'intelligence artificielle. On a formé dans les 12 derniers mois à peu près 1000 collaborateurs sur ces sujets-là. On en a à peu près 9000 encore à former. Et vous voyez, pas plus tard que demain, on a notre fameux LVMH Data Summit. C'est sa 2e édition. On va réunir 500 exécutives ou 500 managers et experts de la data à Paris pour faire le point sur cette transformation. Et c'est quelque chose qu'on pilote, comme aussi on accompagne beaucoup nos vendeurs à utiliser ces outils technologiques et pour faire en sorte que quand même l'expérience reste avant tout humaine et avec de l'émotion, et que la technologie se substitue pas à l'apport de l'artisan ou du conseiller de vente ou du vendeur. L'humain, on le dira jamais assez, la technologie est juste un moyen. Merci beaucoup Franck Lemoyle. Je rappelle que vous êtes directeur IT et technologie du groupe LVMH. Merci aussi à Eric Brionès, directeur du magazine Journal du luxe. Parfait, merci Eric. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.